Non mais TikTok c'est la poubelle, hein, de toute façon, on n'en a même pas parlé. Les créatrices de contenu de charme là, qui font de l'escalade. L'authenticité d'une pratique, c'est dans ce qui fait un peu le sel. Sur Insta, t'as moins besoin de fond. Comme un mec qui mord à l'hameçon, je vais sur le profil. Et là, je vois que ça renvoie vers des liens de OnlyFans et de ce genre de trucs. Je suis client. Ça, pas chez nous. Bonjour à tous et bienvenue dans Entre Grimpeurs, le podcast escalade le plus solide du game, le plus réel du game, le plus moustachu du game, le plus traction à un bras du game. Ici on parle et on débat de la grimpe dans toutes ses formes jusqu'au plus controversé. Les épisodes sont enregistrés en live le lundi à 18h, donc si vous souhaitez participer à l'émission, tous les liens sont dans la description. Bon épisode. Et salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Entre Grimpeurs. Déjà un mois qu'on a débarqué sur YouTube, qu'on a débarqué sur Spotify et en à peine un mois, en à peine 3 épisodes, on se retrouve déjà numéro 1. C'est absolument incroyable. C'est grâce à vous, grâce à vos commentaires, grâce à vos petits likes de soutien, à vos 5 étoiles sur Spotify et ça nous fait évidemment incroyablement plaisir. On s'attendait pas à un démarrage aussi fulgurant. Donc ça présage évidemment que du très très lourd pour la suite et on a hâte de voir comment vont se dérouler ces prochains mois. On se retrouve aujourd'hui pour un sujet qui sera, à mon avis, extrêmement intéressant où on va se questionner sur la place qu'occupent les réseaux sociaux et plus particulièrement Instagram sur notre relation à la grimpe et sur la vision qu'on peut en avoir. Donc, ce soir, on va se poser la question de est-ce qu'Instagram a tué l'authenticité de l'escalade? Pour parler de ça, on sera 3 cette fois-ci car notre collègue Amael, qui gère la chaîne Ablock et qui participe normalement avec nous à cette émission, n'est malheureusement pas disponible. Mais on aura quand même Baptiste avec nous. Baptiste, fondateur de la marque Nival, une des meilleures marques d'escalade sur le marché francophone. Et aussi cofondateur de Côté Bloc. Baptiste, comment tu vas? Comment ça a été cette semaine? Comment vont tes projets en cours? En gros, ça dit quoi, mec? Écoute, ça va super bien. Je suis super content d'être là pour ce rendez-vous hebdomadaire. Semaine un peu chargée. Là, on est dans les productions des prototypes pour la collection printemps-été. On est en retard par rapport aux autres marques. Bon, c'est ça d'être une petite marque indé. C'est quand on veut faire de la qualité, ça prend quand même beaucoup plus de temps que ceux qui ont les moyens d'aller plus vite. Qu'est-ce que je pourrais vous raconter d'autre? Peut-être vous lâcher une petite exclue, je ne sais pas quand le podcast va sortir, mais on a eu ce matin l'accord avec Max Berton pour qu'il vienne rejoindre l'écurie Nival. Donc voilà, c'est la petite exclue d'aujourd'hui. Là, je suis très content de pouvoir travailler avec Max qui et déjà champion du monde jeune, champion de France jeune. Donc il a vraiment un très très beau potentiel pour nous proposer un très beau spectacle pour cette année et faire des performances de fou. Et je suis très content qu'il rejoigne Nival et qu'il devienne entre guillemets notre égérie. En tout cas, ça fait extrêmement plaisir de voir qu'un athlète de ce calibre rejoigne notre équipe et franchement, ouais, plutôt agréablement surpris. Beaucoup de travail. Évidemment, tu vois là j'ai des grosses cernes mais on est là avec la bonne humeur et on est prêt à vous délivrer le meilleur. Donc les gars, si vous voulez une pantalon d'escalade fait par des passionnés, allez voir Nival. On n'a pas grand chose à vendre mais ça arrive dans quelques mois avec la collection estivale. Et vous n'avez pas grand-chose, mais ça reste évidemment de la super qualité parce que c'est aussi le choix que vous avez fait de pas forcément vous éparpiller partout, mais de faire des modèles qui soient qualitatifs, résistants et qui apportent satisfaction à absolument tout le monde. Comme on le voit, notamment, tu signes pas un gars comme Max Berton si tu fais de la merde, hein, faut dire les choses aussi. Bah ouais, c'est clair, on lui avait envoyé des pantalons parce que en fait, son équipementier The North Face, il voulait essayer du Nival, donc en fait, il a fini par grimper avec du Nival alors qu'il était sous The North Face. Mais évidemment, oui, tu vois, en termes de production, pour que nous, on développe et qu'on produise notre textile, parce qu'on fait notre propre composition de textile, ça prend 4 mois et demi juste pour le tissu. Donc après, il faut l'assemblage, le transport, etc. Donc tu vois, on est sur des délais de plus de 6 mois. Et voilà, difficile d'avoir du stock. Mais en tout cas, quand il y a du stock, ça se vend. Les gens apprécient Nival, l'image de marque. Ce qu'on veut véhiculer, c'est une marque française. On ne se cache pas, on est transparent. Et surtout, on a un putain de SAV qui est proche de
ses supporters. Pas ensuite, Guillaume, de la chaîne YouTube Style Alpin, journaliste indépendant, spécialiste de l'histoire de la montagne. Comment ça va, mec? Comment ça a été ta semaine? Quels sont les projets à venir? En bref, comment ça va? Ouais, et ben moi ça va super aussi. Moi, écoute, cette semaine, non, j'ai des bons projets. Déjà pour le mois d'avril, là, tu sais, c'est un mois. Quand tu habites en montagne, c'est pas mal. Tu peux à la fois faire du ski, à la fois aller grimper, à la fois faire du vélo. C'est vraiment multisport. Alors c'est un peu le bordel là là où je range mon matos, parce qu'il y a tout qui est sorti en même temps, tu vois. Mais c'est agréable de pouvoir faire du ski la journée, de la grimpe le soir, du vélo si il fait vraiment trop chaud. Et d'ailleurs, je pense que Baptiste va venir me faire un petit coucou par chez moi dans les prochaines semaines pour qu'on se fasse un petit week-end outdoor. Et normalement, là, je bosse pour faire des nouveaux formats interviews, notamment avec des gens des aspirants guides, enfin, et des gars qui sont dans la liste de courses pour préparer l'examen guide de haute montagne. Et ça me tient à cœur de faire ça. Je trouve ça intéressant d'expliquer, tu vois, le processus pour devenir professionnel de la montagne. Donc quelques projets comme ça, et puis toujours bosser sur les prochaines vidéos. T'as des petits sujets là pour les prochaines vidéos? Écoute, ouais, la prochaine qui devrait sortir normalement, c'est sur le cyclo-alpinisme. J'en avais déjà parlé, je crois, la semaine dernière. C'est donc des mecs dans les années 30 qui sont allés gravir des sommets avec des vélos et rouler sur des cols, sur des glaciers et tout. Donc c'était un peu... c'est assez insolite comme pratique, surtout que ça n'existe plus trop. Donc je voulais en parler parce que c'est des cyclistes qui s'équipaient comme des alpinistes, tu vois, donc c'est assez intéressant. Et puis là, j'ai bien envie de faire une vidéo sur la vie de Walter Bonatti, mais comme on disait tout à l'heure en préambule avec Miguel, c'est dur. Moi, j'aime bien travailler avec des images dont j'ai les droits, etc. J'aime bien collaborer avec des musées, donc ça prend toujours un peu de temps de rentrer en contact avec les musées, les fonds d'archives, et voir comment on peut collaborer. D'ailleurs, Tchad, j'en profite pour vous dire que Guillaume, c'est vraiment un des mecs qui est les plus calés en histoire, non seulement de la grimpe, mais aussi de la montagne, de l'alpinisme et de beaucoup d'autres choses. Donc si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas, c'est un puits de science et il sera ravi d'y répondre. Merci, mec. Bah t'inquiète, normal, gars. Et toi, Papel, attends, faut qu'on te repasse le bâton de parole. Papel, quels sont vos projets? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire en ce moment? Comment vivez-vous votre vie d'entrepreneur à La Réunion? Sinon, bah moi, écoutez les gars, ça va bien. J'espère ne pas avoir le chikungunya. Il y a une épidémie ici en ce moment. J'ai tous mes potes qui tombent un à un, comme des mouches. Ça va partout. Tout le monde le chope. Puis voilà, comme vous, j'étais un peu fatigué aujourd'hui. On verra demain. Il y a plein de moustiques chez moi. C'est un enfer. Donc voilà, je me fais piquer 5 fois par heure. Je touche du bois, qu'il n'y en ait pas un qui ait cette saloperie de chikungunya. J'en veux pas. Mais sinon, ça va notamment parce qu'aujourd'hui, on est le 31 mars. Et le 31 mars, ça veut dire qu'on vient de finir le premier trimestre de l'année et que c'est déjà l'heure de faire un petit bilan, de voir un petit peu où on en est, comment a commencé cette année par rapport à nos projets, par rapport à nos objectifs. Moi, je sais que chaque année, je vais me fixer des objectifs annuels et pour éviter d'avoir une vision un petit peu trop long terme, je vais venir me les subdiviser et je me fais un point tous les 3 mois. Et donc là, j'ai checké ça aujourd'hui et je suis pas trop mécontent. Je visais les 7500 abonnés sur YouTube, je suis à 7430 et quelques, on va dire que c'est à peu près OK. On espère les 10 000 dans 3 mois, hein. Ce serait vraiment magnifique. Mais pour ça, il va évidemment falloir se bouger, il va évidemment falloir travailler, il va évidemment falloir continuer de se lever tôt. Sinon, le deuxième gros objectif que j'avais, c'était de sortir ma formation qui amène les grimpeurs débutants jusque dans le 6e degré, que ce soit du 6A ou du 6B, ça dépendra des gens. Et je suis ravi de vous dire qu'elle sort très bientôt. Je suis en train de finaliser le montage, je suis en train de récupérer les retours, notamment de Smita qui est ici avec nous ce soir. Et je te remercie encore d'avoir participé à cette aventure avec tous les autres bêta-testeurs. Ça fait trop plaisir. Et content de voir que les choses avancent. On est encore au début de l'année, on va évidemment pas se relâcher, mais continuer d'avancer. On va commencer tout de suite avec notre première rubrique, Crash Pad et Business, qui sera donc présentée par Baptiste, où il va venir s'interroger sur la creator economy. Qu'est-ce que c'est? Donc vas-y Baptiste, je te laisse présenter ta rubrique et nous dire ce que tu avais à nous
expliquer là-dessus. Aujourd'hui, on parle d'un truc qu'on ressent un petit peu, que ce soit dans n'importe quel sport, c'est est-ce que les marques vont sponsoriser vraiment des athlètes ou plutôt des créateurs de contenu? Je pense qu'aujourd'hui, il faut avoir cette dualité, quand on est athlète de haut niveau, d'avoir une présence en ligne, mais aussi dans les grands événements sportifs. Alors je me suis posé la question, est-ce que les réseaux sont un peu la porte sacrée vers la rémunération lorsqu'on est un athlète ou tout simplement un créateur de contenu? Et je vais vous parler de la creator economy. C'est un terme qu'on utilise assez souvent en startup. C'est l'économie autour des créateurs de contenu indépendants, ceux qui vivent ou génèrent des revenus grâce à ce qu'ils produisent en ligne, vidéos, posts, stories, newsletters, podcasts, etc. Aujourd'hui, la question, ce qui se pose, c'est comment on arrive à monétiser son image et comment on peut vivre de l'escalade. Et j'ai pris l'exemple de quelques grimpeurs pour vous parler de ce sujet-là. On va parler des grosses marques, j'entends, comme The North Face, Black Diamond et toutes les entités comme celle-là. C'est qu'elles recherchent aujourd'hui des gens qui savent performer et créer du contenu. Ils misent de plus en plus sur des grimpeurs qui cochent les 2 cases, ceux qui grimpent fort et qui savent communiquer proprement. Tu vas avoir une belle image, avoir ce qu'on appelle le personal branding. Un exemple, et on va rester dans la famille Berton, c'est Oriane. Elle a un niveau international, elle a du charisme, elle a une bonne communication, elle s'est très bien maîtrisée, elle a un contenu maîtrisé. Résultat, elle est sponsorisée par Red Bull, par Black Diamond et j'ai vu récemment sur Instagram qu'elle avait fait une collaboration avec Guess. Donc elle est en train de commencer à aller dans la mode. Après, je suppose que quand on a 330 000 followers sur Instagram, ça intéresse des grosses marques comme Guess. Je pense qu'elle incarne parfaitement ce que les marques recherchent, performance, rayonnement, charisme à la française. À l'inverse, j'ai un autre exemple d'un grimpeur qui était pas du tout sur les réseaux, que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Charles Albert. Est-ce que vous le connaissez, les gars? Oui, Charles Albert, c'est un grimpeur spécialisé dans la grimpe pieds nus. Et lui, tu vois, c'est un grimpeur très très fort qui grimpe en no-foot. Enfin, en no-foot. En barefoot. En barefoot. Il fait grimpe sûrement sans du chaussons. no-foot aussi. Il grimpe sans chaussons et il est quand même assez connu dans le milieu de la grimpe d'initié et il a été longtemps sans réseaux sociaux. Avant, il ne pouvait pas exploiter son image et ça a limité un petit peu ses partenariats commerciaux de ne pas être présent en ligne alors que c'est un grimpeur qui quand même a des grosses compétences. Et aujourd'hui, je vois qu'il est sur Instagram depuis plus de 2 ans et que récemment, il y a quelques mois, il a signé un partenariat avec E9. Donc comme quoi, les gars, être présent sur les réseaux, ça attire évidemment la curiosité et l'intérêt des marques. Donc aujourd'hui, il a un très bon engagement. Le mec, il poste un post sans description, il a 3000 j'aime comme ça. Donc ça se voit qu'il il est quand même bien aimé du public, en tout cas des grimpeurs qui aiment ce genre de performance. Et aujourd'hui, on voit à l'inverse des créateurs de contenu qui n'ont rien à voir avec le monde de la grimpe ou qui commencent à s'y intéresser, à commencer à choper des collabs. Là, je pense à Link, vous connaissez Link, spécialisé dans le jeu vidéo, qui a commencé à faire des lives sur Twitch et qui n'a pas de 9A au palmarès, mais qui sait captiver une audience, il sait se vendre, il sait avoir la proximité avec ses auditeurs, créer du lien. Et résultat, il a des partenariats. J'ai vu que son live a été sponsorisé par une des marques concurrentes qui m'a récemment copié, dont on ne va pas citer le nom. Mais voilà, il intéresse des marques alors qu'il n'était pas du tout du milieu de la grimpe, pas du tout du haut niveau, mais il doit avoir un bon ROI, retour sur investissement. Les gars, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Pour vous, qu'est-ce que cherchent les marques aujourd'hui quand elles vont solliciter des créateurs, grimpeurs? Je pense qu'avant tout, elles cherchent une communauté. Les marques, t'as beau avoir une bonne tête, t'as beau être très gentil, t'as beau faire du bon contenu. Si t'es pas suivi par beaucoup de personnes, tu les intéresseras jamais. Ce que veulent les marques, c'est avoir un terreau, si tu veux, de clients potentiels, de prospects, qui puissent leur permettre d'avoir un retour sur investissement. C'est comme, je sais pas si vous voyez comment ce mec, Mike Boyd, un truc comme ça, un YouTuber américain, qui avait, si je dis pas de bêtises, à la base une chaîne où il faisait un petit peu des défis sur pas mal de trucs différents. Et en fait, à la suite d'un défi où il essayait l'escalade, il a vraiment accroché à ça pour le coup.
et il s'est mis à faire une petite chaîne secondaire où il parle que de grimpe. Et le gars, il avait, je sais pas combien il avait d'abonnés sur sa chaîne principale, mais beaucoup. Peut-être 1 million, bref, on s'en fiche un peu. Sur sa chaîne grimpe, même s'il a peut-être moins de 100 000 abonnés, vu que le mec, c'est un créateur de contenu qui a beaucoup d'expérience, bah, il sait faire des bonnes vidéos de grimpe, il sait faire des bonnes vidéos YouTube, et le gars, à chaque vidéo, il est sponsor par des marques de poutres, de chaussons, de machin. Alors que le gars, je suis même pas sûr qu'il grimpe du 6B, c'est vraiment un débutant, mais les marques, elles n'ont absolument rien à faire de ton niveau en escalade pure. Tout ce qu'elles veulent, c'est est-ce que tu es suivi par des gens? Oui, non. Bah après, je pense que quand tu es dans de très haut niveau, tu n'as pas besoin d'avoir. T'as pas besoin de ça en fait, je pense. Tu postes, regarde, je prends l'exemple de Max Berton qui est pas très présent, il poste un réel, ça fait 150 000 vues directement. Alors que... Mais moi, pour rebondir là-dessus, je prends encore le parallèle avec le surf, qui est mon autre sport préféré. Il y a quelques années, mais là, ça va plus loin encore pour te dire, mais il y a quelques années, le World Tour de surf, donc vraiment la première division mondiale, le World Tour, tu vois, c'est hyper dur d'y rentrer, tu vois, pour se qualifier dedans, il n'y a que 3 places dispo chaque année. Les surfeurs qui sont dans la division en dessous, ils doivent batailler, gagner des contests pour arriver dans l'élite mondiale. Et il y a quelques années, la World Surf League avait dit, ok, il y avait une émission de télé-réalité en Californie, genre le Geordie Shore pour les surfeurs, tu vois. Et en gros, le gagnant de cette émission avait une wildcard pour un contest du World Tour de surf. Donc ça veut dire que là, il donnait un ticket pour rentrer sur une étape, le Graal, tu vois, de la compétition de haut niveau en surf, à un mec qui avait gagné une télé-réalité. Et là, tu te dis, ok, mais là, en fait, la performance n'a plus de poids par rapport juste au charisme d'un gars qui a gagné une télé-réalité. Alors évidemment, ça avait fait un énorme bordel, scandale. Je crois qu'ils n'ont pas été au bout de ce truc-là. Ou si, mais le mec qui a gagné, c'était déjà un surfeur pro. Donc bon, tu vois, c'est retombé un peu comme un soufflet. Mais je me souviens de me dire, en fait, là, où est-ce qu'on va, en fait? Tu vois, il y a des mecs qui se déglinguent toute l'année pour avoir des sponsors, pour pouvoir s'entraîner, pour être performant, pour intégrer l'élite mondiale. Et il y a un gars, juste parce qu'il a du charisme et tout, qui a gagné une télé-réalité, et c'est lui qui va lui prendre la place. Donc, est-ce qu'il n'y a pas des trucs comme ça qui peuvent arriver dans l'escalade? Ça serait dangereux, je pense. Mais en tout cas, c'est des phénomènes bien réels qui ont déjà vu le jour dans d'autres sports, quoi. Bah, est-ce qu'aujourd'hui, le minimum, quand on est un athlète professionnel et qu'on veut gagner de la rémunération pour pouvoir s'entraîner, c'est d'avoir, on ne parle pas de devenir youtubeur, mais peut-être d'avoir une vitrine, un portfolio pour produire du contenu et comme disait Miguel qu'on a eu en préambule, de pouvoir au moins annoncer les croix qu'il fait. C'est le minimum, non? Oui, bah au moins un Instagram. Au moins un Instagram, ne serait-ce que pour mettre voilà, quelques photos, des blogs qu'il a fait, quelques croix éventuellement. Oui, ça, je pense que c'est le minimum. D'ailleurs, même Charles, hein, dont on parlait, il en avait quand même un. Même tous ceux qui vont pas chercher à le développer, en général, c'est quelque chose qu'ils ont. Je suis pas sûr qu'il y ait encore des gens aujourd'hui qui grimpent fort et qui aient rien du tout, qui fassent ça complètement dans leur coin, comme faisait Honold. Et d'ailleurs, même Honold, qui est le mec, je pense, qui s'en battait le plus les steaks de toute la gratification que pouvait lui apporter de la reconnaissance, il mettait quand même ses petites croix sur des blogs assez obscurs de grimpeurs du Yosemite. En tout cas, je pense qu'aujourd'hui, dans les sports, et bon, surtout les sports, on va dire, photogéniques, tu vois, donc les sports outdoor se prêtent vraiment bien à la création de contenu, que ce soit le trail running, l'alpinisme, le ski, l'escalade, ça permet de faire des belles images, on va pas se mentir. Et aujourd'hui, c'est peut-être pas délirant de se dire que des marques vont prendre en compte aussi vraiment, avant de recruter quelqu'un dans son team athlète, sa capacité à communiquer sur les réseaux. Et de se dire, ok, peut-être on va prendre des mecs moins forts, mais au final, le consommateur, lui, ce qu'il a envie de voir, c'est des belles images sur les comptes de nos ambassadeurs. On s'en fout qu'ils passent un 8B alors que d'autres font des 9B. S'il ne sait pas filmer son 9B, en fait, ça ne nous intéresse pas. Et je pense... Voilà, là je vous donnais l'exemple extrême avec le surf, mais faudrait pas que voilà la capacité à savoir faire des belles images, d'avoir une présence en ligne, je pense que ça on est tous d'accord pour dire aujourd'hui si tu es athlète de haut niveau, de toute façon ta démarche pour trouver des sponsors va t'obliger à faire du contenu. Par contre, est-ce que quand tu es une marque et que tu veux être légitime, est-ce que tu continues à recruter quelqu'un que sur le niveau
ou aussi sur sa capacité à bien communiquer sur son Insta, à avoir peut-être TikTok, à avoir une chaîne YouTube, etc. Tu vois. Bon, on voit que la nouvelle génération a très bien compris, hein. Vous avez vu que Mejdi et tous ses potes, là je pense à comment il s'appelle, Sam Richard aussi, ils ont commencé à faire leur chaîne YouTube pour narrer un petit peu leur lifestyle. Et c'était un parallèle que je voulais faire aussi avec Seb Bouin. Tu vois, Seb Bouin, c'est quand même le grimpeur français qui est à la pointe de l'escalade en falaise en France, qui fait du 9C. Lui aussi, il a fait comme Adam Andra, il a lancé sa chaîne YouTube parce qu'il a compris que les croix, ça suffisait plus et qu'il fallait les raconter et les montrer. Ouais. Ah, il a fait des trucs intéressants, ça. Moi, j'adorais sa série Vintage Rock Tour. Ça, vraiment, je trouvais qu'il amenait un petit truc en plus au-delà de la croix, justement. Moi, j'ai bien aimé ce qu'il faisait. Après, je suis pas tout ce qui sort, mais cette série-là, je l'avais trouvé vraiment cool. Et on a aussi un gars qui nous dit « La grimpe, c'est un sport où il faut raconter des histoires, également des aventures. » Ouais, mais ça, je pense que c'est partout pareil, hein. Même aux échecs, tu vois que tu as les échecs qui sont en train de péter en ce moment, tu as plein de super histoires, tu as plein d'aventures sur les échecs. Dès que tu veux raconter quelque chose, il te faut des histoires. Je vais l'aborder dans ma partie, ça, mais c'est vrai que l'escalade, l'alpinisme, les sports de verticalité ont une tradition de se raconter. C'est-à-dire que bien avant les réseaux sociaux, je vais en parler tout à l'heure, mais il y avait des best-sellers, il y avait des grandes histoires qui ont fasciné le grand public. Quasiment tous les alpinistes de haut niveau ont écrit des bouquins, réalisé des films. Donc il y avait un besoin de raconter aussi, mais je pense ça dans tous les sports, un peu extraordinaires, avec du risque, avec justement on peut faire des belles images, on peut raconter des trucs sensationnels. Voilà, je pense que le mot c'est le sensationnel. Oui, tout à fait, comme les marins. Même si la montagne a encore un imaginaire encore plus fort, et donc ça a toujours été, de mon point de vue, propice à la création de contenu. À la base littéraire, et voilà, les réseaux sociaux, c'est juste la forme la plus moderne. Mais je suis d'accord avec toi, je pense qu'aujourd'hui, tous les jeunes sont habitués à se raconter, parce que de toute façon, ils ont grandi avec les réseaux sociaux. Donc après, la prochaine génération des grimpeurs les plus forts auront déjà intégré le fait d'utiliser les réseaux sociaux. Je pense pas que ça soit... Et du coup, Baptiste, tu voulais aussi nous poser la question de est-ce que créer du contenu, c'est du coup un vrai travail? Ou est-ce que c'est un truc d'énorme feignasse? Bon, on a déjà commencé à en parler avec l'exemple de Seb Bouin qui se lance sur YouTube, et c'est un petit peu peut-être la conclusion qu'on va faire, c'est qu'aujourd'hui la créateur économie, c'est que la valeur ne dépend pas de ce que tu fais, mais de comment tu le montres. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Aujourd'hui, tu peux être le meilleur des grimpeurs, tu peux faire un 9A, s'il n'est pas filmé, ce n'est plus visible dans notre matrice. Ouais, oui, je suis d'accord avec toi. Tout à fait. De la même manière que pour créer du bon contenu, t'as pas forcément besoin d'être toi-même excellent dans la discipline. Pour une simple et bonne raison, c'est que les mecs vraiment forts, ils ont pas le temps de passer des heures à faire les guignols comme nous sur YouTube. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que Instagram n'a pas tué l'authenticité, mais il a redéfini un petit peu le jeu? Je pense que comme dans tous les sports, le problème c'est que les réseaux sociaux ont permis de vraiment se rendre compte du très haut niveau. Parce qu'avant, je te dis, tu lisais un livre, le mec il te disait ce passage c'est hyper expo, c'est ultra dur et tout. Tu vois, le grand diète de 90 mètres dans la face ouest des Drus, bon ok, tu le lis dans les livres, mais tant que tu n'y as pas été, tu te rends pas compte de ce que c'est. Puis la première fois qu'on a pu le filmer avec un hélico, etc., ça donne, ça rend compte vraiment, je pense, de la difficulté. Le pendant un peu négatif, mais je pense qu'on en parlera dans la partie de Papel, c'est que qui dit vidéo, qui dit mise en scène. Et donc il y a des mecs qui sont pas forts, qui peuvent se faire passer pour forts, ou qui mettent en scène quelque chose de banal comme en étant extraordinaire. Donc voilà, je pense que c'est les deux faces de la médaille, quoi. Mais tout à fait, ce que tu dis là, j'ai vu il y a quelque temps une personne qui a fait un reel ou un short, je sais plus, qui dit comment faire un setup facilement, setup bloc, en mode comme si c'était très très facile. Donc elle fait le bloc, et c'est vrai que tu te dis putain, pour un setup quand même, ok c'est une vidéo, on sait pas exactement, mais ça a quand même vraiment l'air facile. Et en fait dans les commentaires, je vois un
un autre de nos collègues youtubeurs qui dit mais en fait c'est pas du tout 7A, c'est tel bloc, vous allez sur Blo.info, tu voyais, et en fait c'est un 5K le truc, genre. Il y en a qui ont aucune race. Ouais, c'est un délire. C'est un délire. Et en fait, si tu regardais le truc, donc la blog version debout qu'elle montrait en disant que c'était un 7A, bah voilà, c'était un 5A. Et en partant assis, je crois que c'était 6B. Et t'avais juste un mec sur Blo.info qui, lui, l'avait coté 7A. Mais tu sais, parce que tu peux donner ton ressenti là-dessus. Mais bon, bref, c'est... Après, j'ai vu des trucs, mec, c'était nimp. Hein. Maintenant, il y a même les créatrices de contenu de charme là, qui font de l'escalade. Et je tombe, tu vois, parfois sur un Reels. Et je me dis, putain, c'est vachement explicite pour Vachement le clic. engagé. Tu vois, il y a vraiment des trucs, c'est vachement engagé. Et puis après, tu vois, C'est très expo. comme un mec qui mord à l'hameçon, je vais sur le profil. Et là, je vois que ça renvoie vers des liens de OnlyFans et de ce genre de trucs. Avec des Et grimpeuses. donc, il y en a, ouais, ils sont prêts. Non, mais des grimpeuses. Non, oui, bah, il y en a. Ah ouais. Mais il y a grimpent. mais c'est ça dans tous les sports. Il y a pour le cyclisme Ouais. aussi, pareil, avec que des plans Ouais. qui montrent tout le temps la même chose. Et derrière, Ouais, c'est moi- OnlyFans. Ouais. Moi, j'avais vu ça dans des meufs du fitness. Graham, j'avais pas vu. J'avais vu du contenu un peu débile, où juste le réel, c'est vas-y, elle se met de la magnésie sur la main, elle met une claque sur le cul de sa pote, et voilà, ça fait une trace de magnésie sur son cul. Et le machin, il te fait 50 000 likes. Mais les machins OnlyFans, non, j'avais pas vu. Apparemment, je suis tombé que sur des anglophones. Mais voilà, après, les réels, c'est que des gros plans sur les fesses, décolleté à outrance. Enfin, c'est vraiment. Est-ce que vous êtes pour ou contre ce genre de pratique? C'est l'évolution de la société. Moi, oui, ben, c'est Ouais. le problème. Mais en plus, ce qui est dommage avec ces meufs, c'est que du coup, elles vont tellement nuire à la réputation de toutes les autres qui vont essayer de créer du contenu, ou je sais pas, elles vont se retrouver en Ouais. legging, Ouais, putain, c'est vrai. elles vont se reprendre 20 000 commentaires en mode tu montes ton boule, alors que la meuf, bah juste, elle grimpe en legging et vas-y, c'est normal. Et vu qu'il y a des gens qui seront tombés sur ces contenus d'autres personnes complètement matrixées, ils vont tout de suite les associer à ça, et bah, en fait, c'est triste, quoi. Moi, j'ai de la peine hein, pour les meufs comme ça. Bah, c'est vrai que c'est sûr que ça aspire directement la visibilité sur les meufs qui veulent juste aller grimper dans le dur et montrer des blocs engageants, ça c'est sûr. Bah, il y a un commentaire là, est-ce que les réseaux sociaux n'ont pas inversé l'égalité homme-femme d'ailleurs? Dernièrement, dans la outdoor, il y a quand même des gros comptes en influence outdoor qui sont tenus par des nanas. Alors, est-ce que ça a à faire parce que il y a des gens qui regardent les réseaux sociaux aussi, si c'est une nana, ils vont préférer par rapport à un mec? Je sais pas. Après, c'est sûr que sur OnlyFans, je pense que les plus gros... mais bon, on va peut-être pas parler d'OnlyFans toute la soirée. Mais c'est sûr que les plus gros revenus, je pense que c'est des meufs et pas des mecs. Ça, c'est bah sûr oui. et certain. Ça donne une image fitness de l'escalade, mais je pense que l'escalade, c'est de plus en plus en train de devenir un peu fitness. Hein. On verra. Moi, j'avais envie de parler dans ma dernière partie de vos prédictions pour le futur du grimp game, de l'escalade sur les réseaux. Mais moi, on va arriver à une fitnessisation. Alors, Baptiste, est-ce que tu as encore quelque chose à nous dire sur ta rubrique? Je pense que c'est tout. Hein. Aujourd'hui, si vous voulez vous lancer et devenir créateur de contenu, il va falloir avoir cette casquette hybride. Hein. L'image, c'est important. Même si vous êtes très très fort en escalade, il va falloir avoir une présence sur les réseaux. Et c'est ce qu'on voit avec Mejdi ou d'autres athlètes. Ils arrivent sur YouTube, ils nous pulvérisent en un an. Ouais. En termes du nombre d'abonnés et de vidéos en sortant 2 vidéos par an, quoi. Donc voilà, il y a vraiment une tangente à prendre. Créer et suivre une communauté, ça va vous permettre de faire d'autres projets une fois que vous vous serez accompli en tant que grimpeur professionnel. Bah, le meilleur exemple de ça, c'est Magnus Midtbo. Le gars, il a tellement bien rebondi. Enfin, c'est le GOAT, hein, Magnus, dans le Grimp Game. Parce que lui aussi, il avait, à mon avis, une vision un peu business, une vision entrepreneuriale, justement, de l'escalade. Il savait bien qu'en tant que grimpeur professionnel, il n'était pas immortel, qu'il allait devoir trouver autre chose. C'est pour ça qu'il a lancé YouTube et il est trop fort là-dedans. Hein. Il a vraiment tous les codes de YouTube. Et d'une manière extrêmement fitness, d'ailleurs. Hein. Magnus, il a beaucoup fait ce que faisaient les youtubeurs fitness et il l'a apporté à la grimpe et ça cartonne. Et d'ailleurs, il fait plein de feats avec des youtubeurs fitness et ça marche super bien. Alors, je pense qu'on va pouvoir
passer dès à présent à la rubrique de Guillaume, de la chaîne Style Alpin, Grande Latte et Vieilles Aventures. Guillaume, qu'est-ce que tu as prévu de nous raconter ce soir? Et je me suis gouré, Vieilles Latte et Grandes Aventures, je suis vraiment fatigué. Vas-y Guillaume. Je me suis complètement gouré sur le nom de la rubrique. J'ai dit Grande Latte et Vieilles Aventures. Bah, c'est pas grave. On t'écoute. Ouais, bah en fait, ce que je voulais montrer, c'était que justement, avant l'arrivée des réseaux sociaux, les sports de montagne, c'était déjà des sports qui aimaient et qui avaient besoin de se raconter. Déjà pour prouver les ascensions, et puis ça restait souvent des exploits sensationnels en solitaire. Il y a des tempêtes, il y a du risque, il y a du danger. Donc, avant les réseaux sociaux, on avait la littérature de montagne. Ce qui n'a pas empêché d'ailleurs que déjà, même il y a 150 ans ou 200 ans, il y avait déjà des polémiques, des débats, des mecs, on ne sait pas s'ils avaient menti ou pas. Donc, ça n'empêchait pas le truc. La seule chose, c'est que c'était pas instantané. La littérature de montagne, les mecs faisaient une ascension, après ils la décrivaient, ils écrivaient le livre. Donc, a posteriori, plus de recul. Donc, quand on lit un livre de montagne de cette époque-là, il y a des réflexions un peu plus profondes sur des sujets qui dépassent l'escalade aussi. La vie, la mort, le risque, l'engagement, la vie de famille, des choses comme ça. Donc on était moins centré que sur un exploit instantané, faire un bloc d'une telle difficulté, faire une ligne d'une telle difficulté. On était plus sur, voilà, on fait de la montagne parce que ça s'inscrit dans un mode de vie, ça s'inscrit dans des besoins d'adrénaline, d'engagement, de passion. Comment tu concilies ça avec ta vie? Donc voilà, il y avait autre chose autour. Mais encore une fois, ça n'empêchait pas les polémiques, les débats, même des vifs débats, des vifs affrontements, des accrochages. Je pense dans les années 60 à un alpiniste dont la réputation a été un peu ternie parce qu'on l'a pris en flagrant délit de mensonge, par exemple Cesare Maestri, qui disait avoir fait la première du Cerro Torre en Patagonie avec son camarade de cordée allemand qui était mort dans des circonstances un petit peu floues. Donc il a écrit un livre, il a dit qu'il l'a fait, et puis en fait, quand il y a des gens qui sont retournés après, selon son récit, on s'est dit « Ah, il y a des trucs qui collent pas, etc. » Donc, la mise en scène existait déjà de ce temps-là. Et paradoxalement, aujourd'hui, les réseaux sociaux, même s'ils permettent peut-être de tuer l'authenticité, comme c'est le titre de notre live, en fait, finalement, ça permet aussi de se rendre compte très vite si la personne raconte n'importe quoi ou pas. Parce qu'il y a plein de sites web où les cotations sont données, sont visibles, les passages, on les connaît. Donc, aujourd'hui, il y a moins moyen de moyenner, tu vois, si je peux dire ça comme ça. Par contre, il y avait un autre, il y a un autre sujet qui, je pense, se rapporte à notre thème d'aujourd'hui. C'est les débuts de l'alpinisme médiatique. Donc, jusque dans les années 50, 60, tous les alpinistes, ils étaient soit amateurs, donc ils avaient un métier à côté, soit c'était des guides de haute montagne qui vivaient d'être guides et qui profitaient de leur temps libre pour faire des ascensions de haut niveau. Donc l'alpinisme de haut niveau, il était financé comme ça, en fait. Et à partir des années 60, on commence à avoir des alpinistes qui se disent on va peut-être réussir à vivre de l'alpinisme et de ce qu'on réalise, en fait. Mais pour faire ça, pour vivre juste de l'alpinisme de haut niveau, c'est indissociable de la création de contenu, de raconter, de vendre des images, de vendre des photos. Et donc ça coïncide aussi, les années 60, avec un très très fort attrait pour l'alpinisme dans la presse nationale. En France, par exemple, Paris Match, il y a des unes, mais très régulières, sur des sujets d'alpinisme. Ça fait suite aux années 50, avec la première française à la Napurna en Himalaya, premiers hommes au sommet d'un sommet de plus de 1000 mètres. Et donc dans les années 60, il y a des moyens techniques avec l'hélico, des caméras plus perfectionnées, qui permettent vraiment de faire du suivi en live des ascensions. Donc on a des photos hyper proches, en gros plan, filmées en pleine paroi. On a des vidéos avec des hélicoptères qui tournent autour des parois. Et il y a un alpiniste qui va un peu symboliser cette période, c'est René de Maison, qui est un des plus grands alpinistes français de cette période-là, très grand grimpeur en rocher aussi, il a fait des grandes choses dans les Dolomites. Et en fait, René de Maison, sa femme était attachée de presse. Et donc tous les deux, ils comprennent un petit peu que finalement, lui, il est guide de haute montagne, il est en plus professeur à l'ENSA, mais ils comprennent qu'en fait, il y a aussi de l'argent à se faire juste en utilisant les médias.
Et donc ce qu'il va commencer à faire, c'est il va devenir pote avec des journalistes et il va essayer de trouver tous les moyens pour monétiser ses ascensions. Donc il a fait, pendant une semaine, il a animé une émission de radio en pleine paroi du Linceul au Grand Joras par exemple. Ils avaient monté le matériel de radio et pendant une semaine, l'idée c'était même pas de faire la course en fait, parce qu'en 3 jours il aurait pu sortir, ou même en 2 jours, mais l'idée c'était de rester bloqué dans leur hamac, dans leur salle de couchage, en pleine paroi, et de faire l'émission de radio depuis la paroi. Il téléphonait aussi aux médias en avance pour dire bah moi je vais être dans telle paroi à telle date. Donc comme ça, Paris Match, il pouvait envoyer l'hélico, le photographe, etc. pour faire des images et en rapporter des documents pour la presse. Donc ça, c'est ni plus ni moins ce qui se passe aujourd'hui avec les réseaux sociaux, sauf qu'à l'époque, ça nécessitait une logistique incroyable. Et juste pour l'anecdote, à l'époque, sur des grandes ascensions en montagne, Paris Match, ils avaient budget illimité. Il y avait un journaliste de l'époque qui racontait qu'ils avaient budget illimité pour l'hélico, pour tous les moyens techniques, pour suivre les alpinistes. Donc c'est assez fou quand même, hein, quand on se dit aujourd'hui, il n'y a plus un média qui donnerait ce budget juste pour de l'alpinisme. Et finalement, juste pour finir, après on pourra échanger, René de Maison va être entre guillemets un peu victime de ce statut. Déjà, il va pas se faire que des amis à Chamonix, puisque cette nouvelle manière d'appréhender la montagne et d'en faire un peu un business, ça va vraiment créer des fortes tensions à Chamonix. Et il va être notamment exclu de la compagnie des guides de Chamonix et de l'ENSA après avoir... Bon, ça c'est une autre histoire, mais en fait il est parti faire un sauvetage un peu indépendant. Il y avait 2 Allemands qui étaient bloqués dans la face ouest des Drus, et lui il est parti avec Gary Hemming les sauver, alors qu'il y avait une caravane officielle de l'ENSA et de la compagnie des guides en route par un autre versant. Et quelques années après, il entreprend une hivernale en face nord des Grandes Jorasses avec un jeune guide qui s'appelait Serge Gousseau. Et en fait, 50 mètres sous le sommet, ils vont être bloqués, Serge Gousseau va mourir de froid, et pendant qu'ils sont bloqués, il y a des hélicos qui vont faire des rotations, et René de Maison va leur faire des gestes en mode venez nous sauver, on n'est pas bien. Et en fait, la psychologie de l'époque, c'était en fait de Maison, il doit dire que ça va, s'ils sont bloqués là, ils doivent rester là, ils font exprès pour faire durer le suspense, parce qu'ils ont vendu les photos à des médias, parce qu'ils ont vendu des articles à sensation. Et en fait, le drame est arrivé aussi parce que il s'était construit cette image-là. Donc voilà, je trouvais que ça pouvait coller un peu avec notre thème d'aujourd'hui, cette histoire. Est-ce que vous avez des choses à dire, ce que vous en pensez là-dessus? Est-ce qu'on peut retrouver là les images? Où est-ce qu'on peut retrouver les images là, dont tu nous as parlé? De laquelle? Par exemple, sur la face nord des Grandes Jorasses en 71, le drame avec la mort de Serge Gousseau, les images, il y a des images il y a un documentaire France 3, un reportage France 3, il y a les images, tu vois les hélicos tourner, etc. Et puis après, tu regardes toutes les vieilles couvertures de Paris Match, moi j'en ai quelques-uns, je peux peut-être vous montrer là. Vas-y, montre-les-nous. Tu vois, donc là par exemple en 1952, la conquête du Fitzroy. Là, tu vois, c'est Walter Bonatti en face nord du Cervin pour le dernier grand exploit de sa carrière. Première hivernale en face nord du Cervin. Donc à l'époque, vraiment, ça faisait la couverture. Tu avais des gros articles dans des grands médias. Mais avant ce tournant un peu initié par de Maison de vraiment produire son propre contenu un peu et être de mèche avec les journalistes, etc. Avant, c'était quand même un peu plus traditionnel. C'est-à-dire l'alpiniste allait en montagne, il prenait quelques photos, il envoyait ça à la presse, il y avait une dépêche, et puis après il écrivait un livre, mais où il se racontait au-delà aussi de l'ascension technique, quoi. Mais la montagne un peu en direct, c'est vraiment ces années 60 qu'on définit ça. Mais du coup, le photographe était ultra chaud alors. Ils étaient en hélico souvent. Ah, ok. Oui, alors le suivi d'athlètes était pas aussi développé qu'aujourd'hui, mais il y en avait aussi. Hein. Il y avait des mecs, ils emmenaient leur appareil photo. Il y a des très belles photos faites en paroi. Avant ces années-là, c'était quand même plus. On fait des photos pour prouver qu'on y a été déjà, pour montrer à quoi ça ressemble. Mais ensuite, on l'envoie à des revues spécialisées, type La Montagne et Alpinisme, les grands médias de référence alpins de l'époque. L'idée, c'est de faire plus un topo et de dire voilà comment ça se passe, etc. De faire du sensationnel, ça se déclenche vraiment à cette période-là. À part pour l'Everest,
à part pour l'Everest quand même. Quand je lisais le bouquin, là, Everest 1953, qui relate du coup la première ascension par les Britanniques, ils expliquent bien tout l'enjeu médiatique qu'il y a notamment là-dedans. Et tu as je sais plus quel journal anglais qui, pour aider les alpinistes qui tentaient des ascensions et auxquels personne ne croyait trop avant la Seconde Guerre mondiale, ils avaient signé un accord pour dire « Ok, on vous donne des subventions, mais en échange, sur vos ascensions, vous ne dites pas un mot aux journalistes concurrents. » Et donc, lors des premières ascensions qui sont assez rapidement avortées, tout le monde s'en fiche plus ou moins. Mais alors qu'on se rapproche petit à petit du sommet, qu'on se rend compte que là, ça va être d'une année à l'autre, on va pouvoir l'atteindre. T'as carrément des journalistes qui se déguisent, qui se font passer pour des touristes ou pour des gens qui ont absolument rien à voir pour essayer d'avoir quelques informations. Parce que justement, les alpinistes britanniques avaient cette clause de non-divulgation de tout ce qui se passait avec ce journal. Après, je ne sais pas si c'est un événement isolé au niveau de la sphère médiatique ou si c'était plus généralement le cas sur d'autres ascensions, mais il y avait quand même un petit peu cette histoire-là. L'exclusivité, bon, pour des grandes ascensions comme ça, mais là, parce que c'était des expéditions annoncées à l'avance avec, voilà, les premières expéditions himalayennes, c'était des très très grosses machines avec une communication assez verrouillée. Et puis c'était prévu à l'avance de faire un bouquin parce qu'il y avait tellement d'argent investi dedans qu'il fallait avoir du retour sur investissement. Moi je te parle après d'aussi des mecs qui partaient en montagne et après ils racontent leurs ascensions dans un livre qui paraît peut-être 1, 2, 3, 5 ou même 10 ans après. Mais quand les technologies de direct sont arrivées, voilà, aujourd'hui tu filmes à ton téléphone, mais il faut se rendre compte à l'époque aussi, ça existait déjà cette espèce d'envie de raconter les ascensions en direct, mais tu avais une toute autre logistique avec de l'hélicoptère, avec des photographes, des journalistes mobilisés pour aller rendre compte de ce qui se passait en direct. Ouais, tout à fait. J'ai vu qu'il y a Messner là qui a sorti un bouquin encore il n'y a pas longtemps. Mais là, je crois que c'est plus un peu genre bilan de sa vie. Ouais, mais moi je me suis dit, déjà dans le précédent Survivant, c'était déjà un peu le cas. Moi, j'ai eu du mal à le finir, tellement je trouvais ça un peu ma vie, mon œuvre, j'ai tout compris. Pourtant, j'adore Messner. Mais vraiment, je me suis demandé, putain, qu'est-ce qu'il peut rajouter encore dans un autre bouquin qu'il n'a pas déjà raconté, quoi. Il y a un autre exemple de choses en direct sur la première expédition française à l'Everest en 78, donc dirigée par Pierre Mazot. Ils avaient emmené toute une équipe de journalistes radio pour faire en fait la première. Donc ils faisaient des émissions régulièrement depuis le camp de base et c'était les premiers à faire des communications en direct, diffusées en France depuis le sommet de l'Everest. En fait, ils avaient installé un poste radio au camp de base et une fois qu'ils sont arrivés au sommet, ils ont fait une liaison radio retransmise à Paris via des routages par Katmandou, par les Indes et tout le bordel, pour faire un direct du sommet de l'Everest. Donc, dans ces années-là, en 60-70, il y avait vraiment cette culture de essayer de faire le maximum de trucs en direct depuis la montagne, même si les moyens étaient très très loin de ce qu'on connaît aujourd'hui. On reste présent, évidemment, présent sur YouTube, présent sur Spotify et présent sur Instagram, comme vous le savez. Bon écoutez, je vous propose du coup qu'on passe directement à la suite, qu'on rentre dans la controverse avec ma rubrique Grimpe et Controverse, où on va retourner du côté des réseaux sociaux et essayer de se demander, de faire un petit bilan plutôt de où est-ce qu'on en est aujourd'hui sur la grimpe, sur les réseaux et plus particulièrement sur Instagram. Parce que moi, au niveau de la création de contenu Insta, quelque chose qui me pose un peu question, c'est je trouve pas qu'il y ait de contenu très intéressant. Pour être franc, j'ai un peu l'impression de voir encore et toujours les mêmes choses, des contenus qui se répètent, où ça va être des gens qui font leur petit bloc, et ça va pas tellement plus loin que ça. Et justement, on parlait depuis tout à l'heure d'histoires, de choses à raconter, et je trouve que globalement, sur Insta, aujourd'hui, ça manque. Alors évidemment, attention, je parle absolument pas des gens qui cherchent simplement à partager un blog dont ils sont fiers à leurs potes ou à leur famille et qui ont leur compte privé, leur compte personnel, où ils partagent leur petite victoire de la journée. Évidemment que ça, c'est différent. Je parle vraiment de ceux qui vont se mettre à créer un compte pour la grimpe, où c'est vraiment leur compte grimpe,
Et c'est juste, voilà, des blocs, je vais pas dire pas terribles, mais qui cassent pas non plus trois pattes à un canard. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que vous aussi, vous avez un peu l'impression, voilà, que c'est du contenu à la chaîne, des clones, et encore un peu toujours les mêmes choses, et tiens, une rouge, une noire, et blablabla. Vous en pensez quoi, les gars? Vas-y, Guillaume. Non, vas-y, je te laisse. Non, mais Je fréquente moins les salles de bloc que vous, donc. c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quand même une popularisation de l'escalade en salle, plutôt typée bloc. Après, ouais, c'est vrai que j'ai remarqué ça aussi. Il y a beaucoup de comptes qui créent du contenu avec des blocs à la chaîne, comme un espèce de carnet de blocs. Et à chaque fois que je tombe sur ça, c'est des Parisiens. Donc est-ce que c'est Ah ouais? Non mais c'est vrai, à chaque fois c'est sur c'est Arcos, tu vois, c'est des trucs vraiment typés Paris. Et toujours à peu près ouais, le même persona. Persona en marketing, c'est Le client type. une petite de client type. Et c'est à peu près toujours les mêmes. Après, ce que je trouve bien, c'est que bon, après ils référencent leur progression, ça leur fait un petit souvenir des blocs. Donc ça, je trouve ça plutôt bien. Après, pour ce qui est du contenu, oui, c'est pas très élaboré. Franchement, là, je sais pas trop quoi dire sur ça. C'est de la merde, quoi. C'est des blocs, c'est du 5K, gros. Donc au final, il n'y a rien à regarder à part un singe qui grimpe sur un petit arbuste, tu vois. Non, Mais c'était son projet, mec. C'était son projet qu'il a réussi à réaliser avant que les ouvreurs ne l'enlèvent. T'allais dire quoi, Guillaume? Non les gars, je rigole, on est tous passés par là, j'en ai mis des 6B, mais je pense que c'est la cotation minimum à mettre sur Instagram si vous voulez. Ah, je suis pas d'accord, mec. Climbing Beaches, gars, plus de 20 000 abonnés à mettre des jaunes, des vertes. Allez, peut-être des bleus, si il y a des bleus. 20 000 abonnés, des jaunes, des vertes, des bleus. Les gens te suivent par rapport à leur propre niveau. Tu vois, moi je sais que par rapport à côté bloc, tu vois, les grimpeurs qui sont très très forts ne vont pas regarder notre contenu. Oui. Alors que les grimpeurs de notre niveau, tu vois, dans le 7, voire dans le 8 là récemment. Mais arrête de dire de ton niveau chez côté bloc, parce que tu parlais de Papel, mais pas de moi. Non, Papel, je sais pas si on le suit vraiment pour son niveau en escalade, mais plutôt pour ses belles histoires. Hein. Oui, non mais clairement. Moi j'ai vu qu'il y a des grimpeurs forts, genre vraiment forts, qui se sont abonnés. Et c'est sûr qu'ils viennent pas pour mes conseils sur la pose de pied, quoi. Mais pareil, après moi, tu vois, dans l'optique authenticité, moi c'est surtout que je suis pas fan des salles. C'est pratique pour t'entraîner quand il fait pas beau et tout, pour faire du fitness. Mais justement, moi après c'est mon prisme parce que j'aime bien l'histoire et j'aime bien l'outdoor. L'authenticité justement de l'escalade, c'est en montagne, c'est d'être sur le rocher, tu vois. Et d'être dans des conditions, avec du vide, etc. Donc, c'est sûr que si on se dit, est-ce que de faire des vidéos Instagram en salle de bloc où tu fais une verte, ça tue l'authenticité de l'escalade par rapport à mon prisme? Enfin, moi, je suis pas consommateur de ce contenu-là. Moi, je regarde des comptes d'alpinistes de haut niveau qui vont te faire des grandes voies. Alors, ça reste de l'escalade, tu vois, mais dans un environnement, comme on disait, pas aseptisé, avec des images au drone de fous furieux. Donc c'est ça qui m'intéresse. C'est sûr que voilà, de voir un mec faire un bloc, ou alors oui, juste pour le kiff de voir vraiment, parce que j'aime bien dans un chat général regarder des mecs qui sont très forts à ce qu'ils font. Donc voir un mec enchaîner des blocs hyper durs, qui ont l'air infaisables, ça me plaît. Mais sinon, ça, je suis moi je vois pas l'intérêt. Là, je suis d'accord, mais en fait... Non, mais c'est ce que je te dis. Moi, ça m'intéresse pas un contenu de salle. Et en plus, si c'est pas pour faire un truc fou, quoi. Ouais, je pense que là où tu perds vraiment pour rebondir sur l'angle qui est l'authenticité, c'est vrai que si tu postes tous tes blocs à la chaîne, tu perds un petit peu ce truc où t'as pas forcément de gratification personnelle. Moi personnellement, je poste plus j'ai jamais posté tous mes blocs. En fait, j'ai toujours posté les blocs dans lesquels j'ai le plus travaillé, Ouais. dans lesquels j'ai le plus galéré et dont je suis fier d'avoir passé.
Donc, tu vois, des fois, j'avais mis là récemment un bloc violet sur Spaceblock qui a plutôt bien marché parce que les gens veulent aussi voir maintenant des formats un petit peu bruts où on te voit galérer, tu vois, rouspéter, te battre, tu vois, être un peu un guerrier. Ça revient sur nos différents podcasts que je vous invite à aller voir après cette vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour nous supporter. Les gars, c'est très, très, très important. Et de laisser Essayez des d'avoir commentaires. Ce rendez-vous hebdomadaire. Et on vient, même si on est voilà, malade. Même si on est malade, il y en a qui sont enrhumés, il y en a qui sont grippés. J'ai le chikungunya et on est là. Donc, on s'abonne pour soutenir les malades. Voilà, votre abonnement, c'est caritatif là ce soir, messieurs. Soyez de bonnes personnes. Non, mais ce que je disais aussi, je trouve que voilà, l'authenticité, pour moi, ça fait écho aussi à un truc qui est l'imprévu, tu vois. Et je trouve que l'imprévu dans un blog que tu as sûrement tenté 35 fois avant de le mettre, bah, je me dis oui, du coup il passe, mais il a répété tous les moves, etc. Donc moi, personnellement, ça me parle moins que même un mec qui fait peut-être une vidéo, enfin une voix moins technique, mais qui est dans un environnement où, je sais pas, il y a une chute de pierre, il y a une prise qui casse, tu vois, ou des vidéos de trad. J'aime beaucoup regarder les vidéos de trad, tu vois, comment les mecs placent leur protection. Ils sont tout le temps dans le truc, voilà, faut que ça tienne, tu vois, ça me plaît. Donc c'est peut-être ça la problématique aujourd'hui d'Instagram, c'est que comme l'accès aux salles d'escalade est devenu beaucoup plus facile qu'aujourd'hui la majorité des grimpeurs grimpent en salle, on parle de plus de 60% d'après les dernières études. C'est sûr qu'au final, le contenu le plus facile, ça va être le contenu qu'on fait en salle, à l'inverse que le contenu en falaise qui demande voilà, des efforts de logistique, etc. Et c'est donc pour ça qu'aujourd'hui, on est rempli de contenus indoor qui n'ont peut-être que c'est ça ce que tu ressens, qui n'ont pas de saveur. Tu vois, en fait, c'est clair. C'est la viande de chez Lidl, c'est pas celle du petit boucher. Si on parle d'authenticité, pour moi, c'est ça en fait. L'authenticité d'une pratique, c'est dans ses racines et dans ce qui fait un peu le sel. Moi, j'avoue que, enfin, je vous l'ai déjà dit, une séance de bloc de temps en temps, c'est sympa. Au bout d'un moment, tu vois. Et pourtant, je vais pas taper les blocs les plus difficiles, mais encore une fois, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de découvrir des endroits différents, de pas toujours avoir les mêmes trucs. Parce qu'en plus, je suis sûr que dans des grosses salles parisiennes, tu dois avoir sur 3 comptes un peu dédiés à la grimpe différents, 3 fois les mecs qui font le même bloc et limite dans la même soirée, tu vois. Donc une fois que tu as fait 3 fois le même bloc. Ça, tout le monde a déjà vu. En fait, ouais, à Paris, on me l'a déjà dit, ils cherchent en fait des blocs qui n'ont pas été faits sur les réseaux. Ils sont à ce stade-là, les bobos. Les bobos, gros. Non, gros, il m'avait raconté. Alors ça, c'est intéressant. Ça, c'est bien dans le thème. En fait, mais c'est un truc de fou. Les parce gens que moi, on m'avait dit à Paris que par contre, les salles, je crois, ils cherchaient les blocs les plus faciles pour telle ou telle couleur. Et que des fois, tu pouvais avoir des blocs qui avaient la réputation, je sais pas moi, Arcos Bastille ou je sais pas quoi, je m'en bats les couilles. Tiens, ce violet là, il est hyper simple. Et du coup, c'est un truc que tu vas retrouver genre plein de fois sur les réseaux. Putain. Les gars, ils sont quand même matrixés à la capitale. Ils cherchent pas des meufs, ils cherchent les blocs violets les plus faciles. Putain. Après, voilà, c'est de l'ego. Hein. Moi, quand je sais qu'il y a un bloc côté, je sais pas noir, mais super facile, tu vois, je vais pas avoir de gratification ou de satisfaction personnelle si je le passe, tu vois. Je suis d'accord avec toi, ouais. Alors que à l'inverse, quand tu sors une autre couleur, mais dure pour sa couleur, putain, t'es trop content, tu vois. À propos de ça, là, je suis trop content parce qu'à la salle où je grimpe, je viens de voir que là, aujourd'hui, ils ont ouvert un nouveau secteur. Et je sais pas pourquoi, ils ont décidé de mettre aucune couleur. En gros, si tu veux, nous, on a notre code couleur classique, jaune, vert, bleu, machin. Et on a la couleur orange qui est en gros mystère, où ça peut être autant un jaune qu'un noir ou qu'un blanc. Et là, je sais pas pourquoi, mais sur le secteur, ils ont mis que des étiquettes oranges. C'est que des blocs mystères. J'ai trop envie d'aller grimper là-bas. Du coup, pour aller tester ça. Même si c'est du bloc en salle, ça, pour moi, ça revient dans l'authenticité parce qu'il y a de l'imprévu. Parce que tu vas te lancer dans un truc, tu sais pas ce que c'est, tu vois. Donc, tu vas pas le choisir en disant je vais faire un bloc facile, du coup, à la vidéo, ça va bien le faire. Et ça, je trouve ça intéressant. Mais pour moi, pour qu'il y ait de l'authenticité, il faut qu'il y ait un peu de l'imprévu et un peu. Parce que le bloc en salle, ça te permet de travailler le move 100 fois avant de le passer, quoi. Donc, qu'est-ce que ça montre? Que tu as juste appris par cœur des mouvements et que tu l'as bossé 50 000 fois? Ouais, tu vois, ok, mais... Ouais, mais ça a de la saveur, ça. Ça, quand tu bosses vraiment du dur. Là, on parle
des blocs qui pourraient être cotés 7B en XT, tu vois. Mais après, il faut montrer aussi la labeur. Enfin, c'est pas juste montrer le bloc. Ah, parce que toi, t'es pas un grimpeur qui force. Ça, je le sens. Ça, je le sens. T'es un grimpeur plaisir. Full plaisir. Full plaisir. Ah bon. Non, mais après, c'est peut-être le mot qui est mal choisi. Enfin, pour moi, en tout cas, authenticité, c'est ça que ça évoque. Après, par contre, là où je pourrais peut-être être intéressé, j'ai vu que ça existait, c'est des blocs ou des voix qui reproduisent des trucs qui existent dans le monde, en vrai, tu vois, en rocher, en XT. Ok, yes. Ouais. Mais avec de la résine quand même? Bah, j'ai vu ça, ouais, t'as Ouais. des mecs, ils ouvrent en fait en inté des blocs ou des voix d'XT. Moi, par contre, ce que je trouve ridicule, et d'ailleurs, ça c'est très réseaux sociaux, c'est les salles qui vont te mettre genre de la vraie pierre à l'intérieur des salles. Genre comme si les mecs, ils venaient de découvrir que la grimpe en extérieur, ça existait. Non, mais après, par contre, je suis d'accord avec toi, Baptiste, si tu fais ça, faut effectivement montrer tous les essais que tu as mis avant et tout. Et peut-être le problème, c'est justement les gens qui mettent juste là où ils enchaînent et ils montent pas toutes les fois où ils ont, enfin, les 50 essais qu'ils ont mis avant et d'apprendre tous les moves par cœur, quoi. Parce que là, ça donne une fausse impression de ouais, je suis trop fort, j'enchaîne. Parce qu'il y a quand même cette dimension-là en escalade. Et surtout en intérieur de pouvoir répéter. Et c'est sûr que si tu montres, c'est une question d'honnêteté aussi, tu vois, si t'as mis du temps à le passer, faut le montrer. Et c'est peut-être du coup ce que tu as voulu dire aussi par le thème l'authenticité, c'est est-ce que tout le monde joue le jeu et montre vraiment la galère pour arriver au bloc, quoi. Non, bah ça non. Ça, c'est sûr que non. Il y a des gens qui mentent, hein. Là, encore, il y a pas longtemps, sur Insta, je suis tombé genre sur une meuf qui fait une voix, qui met 7B+, flash. Et tu regardes la voix, tu te dis, mais il n'y a pas un monde où c'est 7B+, c'est que des bacs. C'est que des bacs tout du long, tu vois. Et d'ailleurs, ce qui est assez représentatif, c'est que les commentaires, ils ont été désactivés. Et tu te dis... À mon avis, ok, c'est un peu de débat. Là, il y a un truc à cacher, Ouais. là. Allez, CISA, c'est peut-être un CISA, on va peut-être CISA, je sais pas, mais 7B+, mais jamais de la vie. Et je suis d'accord, je suis le premier à dire que c'est vrai que sur les réseaux, tu peux avoir une impression de facilité, particulièrement quand les gens grimpent bien, qui sont pas forcément représentatifs de la vraie difficulté. Mais là, tu vois les énormes bacasses, là, comme ça, non, il n'y a pas de ça dans un 7B+. Pourquoi ces gens-là montent? Est-ce qu'elles ont un besoin affectif? Est-ce qu'elles ont trop été baignées surtout dans cette digitalisation et de cette fausse dopamine qui fait qu'il leur faut de la gratification, quitte à mentir et à perdre leur honneur? C'est une pure recherche de gratification, d'autosatisfaction, je pense. À mon avis, dans ces gens-là, tu auras soit des gens qui ont hyper confiance en eux, soit à l'inverse, pas trop. Mais des gens qui vont chercher soit à combler quelque chose, soit juste vraiment qui s'en battent les couilles, qui sont un peu imbus d'eux-mêmes. Et tu auras un petit peu ces deux extrêmes, je pense. Mais du coup, je disais, qu'est-ce que vous pensez de la différence entre les créateurs YouTube et les créateurs Instagram? Alors bon, c'est peut-être un petit peu biaisé étant donné que nous trois, Amael aussi, Miguel qui était là avec nous aussi en première partie, on est tous des mecs de YouTube, pas des mecs d'Insta. Et voilà, qu'est-ce que vous pensez de cette différence qui existe? Je pense, on l'a vu, qu'on est tous pas très très fans du contenu instantané, du contenu un petit peu burger qu'on peut nous servir sur les Reels ou dans les formats short. Nous, on aime bien travailler nos formats, c'est beaucoup plus long. Et est-ce que vous pensez que des mecs d'Insta, ils pourraient essayer de faire une arrivée sur YouTube? Est-ce que ça risque d'être compliqué pour eux? Est-ce que vous auriez des conseils à leur donner pour améliorer le contenu? Bref, qu'est-ce que vous pensez de ça? Déjà, comment réussir à différencier aujourd'hui Insta et YouTube? Bah déjà, la durée du watch time. Pour moi, la grosse différence entre YouTube et Instagram, c'est que YouTube, c'est des gens qui te suivent pour ta personne et Instagram pour ce que tu représentes ou ce que tu évoques physiquement. C'est plus du paraître sur Instagram, alors que les formats longs sur YouTube, ça te permet quand même d'approfondir ta pensée et de tisser, je pense, plus de liens avec ta communauté. Donc si tu veux vraiment engager une communauté, moi je pense que c'est YouTube qui est le meilleur. Mais évidemment,
des barrières à l'entrée énormes. Elles sont plus fortes que sur qui est Insta. déjà Ouais. l'envie de devenir un vrai créateur, entre guillemets, de format long, faire du montage. Tu vois, en fait, c'est à l'inverse d'Instagram et de TikTok. C'est l'inverse de la gratification instantanée. Tu vois, YouTube, c'est que tu peux faire 10 vidéos qui font 500 vues et tu en auras un 11e qui va te faire 10 000 vues, alors que sur TikTok, là, par exemple. Non, mais TikTok, c'est la poubelle, de toute façon. On n'en a même pas parlé. Mais voilà, TikTok, c'est la poubelle des réseaux. C'est quand même beaucoup plus facile d'être à peu près intéressant sur 30 secondes, 1 minute, que sur 20 minutes, 30 minutes, 1 heure. Même si t'es pas quelqu'un de très chaud, tu peux réussir à intéresser quelqu'un 30 secondes. Normalement, ça, à peu près n'importe qui peut le faire. Au niveau matériel, c'est con, mais tu as juste besoin de ton téléphone. Sur YouTube, tu peux te démerder avec le tel, mais il y a tellement une bonne qualité sur YouTube que tu es obligé d'avoir quand même quelques autres trucs en plus. Et ensuite, je dirais que sur Insta, qu'est-ce que je voulais dire en plus? T'as moins besoin de recherche, t'as moins besoin de fond. T'as moins besoin de fond. Sur Instagram, tu peux plus popper. Et étant donné que tu vas pas être dans quelque chose où les gens auront à cliquer sur ta vidéo, t'as déjà tout ce qui est titre, miniature, tu peux oublier, vu qu'ils vont juste tomber sur toi un peu par hasard. Donc ouais, plus simple de percer sur Insta. Mais par contre, pour créer vraiment une communauté avec laquelle tu auras une relation qui est intéressante, ce qui est le cas de... Enfin, ce que je recherche, je pense, la plupart des créateurs de contenu, là, c'est plus sur YouTube que ça va se passer. Ouais, je disais, je pense que c'est des formats qui quand même se complètent. En fait, si tu as des choses à dire et tu as du fond, rien ne t'empêche de faire des formats courts qui sont quand même sur YouTube aujourd'hui, la méta de YouTube, les shorts apparaissent en premier, ils sont quand même poussés. Donc je pense que c'est important pour réagir à l'actualité aussi. Je trouve que c'est intéressant. Moi, j'essaye de réagir un peu à l'actualité de l'alpinisme via des shorts. Je trouve ça intéressant. Mais c'est sûr que je suis plus fan du format long. Et en plus, moi, je me suis mis tous les blocages. Vraiment, si t'as pas envie de réussir sur YouTube à démarrer, tu fais comme moi. Et t'arrives tant bien le mal à avoir des abonnés parce que j'ai jamais voulu prendre une image sans me dire allez, les couilles des droits, rien du tout, ni la musique, ni rien. Donc j'ai tout pris libre de droit. Ou quand je voulais vraiment des images, prendre le temps de contacter des musées, contacter des fonds d'archives, leur demander l'autorisation, etc. Donc ça prend vachement de temps. Donc ça t'handicape quand même sur le rendu des vidéos. J'ai jamais voulu faire trop de clickbait sur les miniatures parce que je me suis dit non, je parle de sujets sérieux, je bosse avec des musées, des fonds d'archives, je peux pas. Bon là du coup j'en reviens parce que j'en ai un peu plein le cul. Du coup j'ai demandé à ma nana de me faire des minias. C'est ma minia maker en ce moment là, donc je commence à changer mes minias, à avoir des trucs plus clickbait parce que en vrai de vrai, et il y a des youtubeurs quand même qui font des sujets hyper sérieux et qui ont toujours été hyper clickbait dans leurs minias et dans leurs titres. Ah oui. Justement pour attirer un max de gens pour après délivrer du contenu de qualité. Donc, c'est la base. Mais en fait, je me suis mis tous les obstacles, tous les freins donc, que tu peux imaginer pour pas faire du contenu viral sur YouTube, tu vois. Et malgré tout, j'ai réussi quand même à avoir des abonnés, ce qui montre qu'il y a quand même des gens qui sont à la recherche même de contenu, même qui n'ont pas forcément l'air sexy parce que la minia est pas folle, parce que le titre est pas putaclic, mais qui sont passionnés par le sujet et j'ai majoritairement que des bons retours, donc ça fait plaisir. Et là, j'espère quand même en prenant un virage, en acceptant un peu plus le putaclic, d'avoir un peu plus de vues. Ouais, voilà. C'est normal. Mais après, de toute façon, tant que tu fais du contenu qui est assez bon, les choses marchent. De toute façon, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Si ta vidéo a fait des vues, c'est que c'était une bonne vidéo globalement. Si ta vidéo encore faut-il que les gens la trouvent en fait, parce que c'est toujours le même problème. Faut faire du bon contenu, mais il faut aussi le rendre attrayant, et pas que pour des gens qui aiment c'est sûr, qui aiment ça. Sûr. Là, je me rends compte quand je parle à des gens, quand je vais à Chamonix, quand je parle à des gens du milieu de la montagne et tout, il y en a plein qui disent ah ouais ta chaîne, mais je connais, je suis abonné et tout. Mais en fait, mon ambition, j'avoue, ça me fait kiffer que des alpinistes connus et tout soient abonnés à ma chaîne, c'est trop bien. Mais mon ambition, c'est justement de parler aux intéressés de façon intelligente des gens à la montagne, tu vois, pas juste rebondir sur Inox Tag qui a fait l'Everest.
Ouais. ou sur que des trucs genre machin, un tel il est mort en montagne, un tel il est truc. Je veux aussi respecter les personnes, tu vois, et je pense que il y a un moment, donc voilà. Mais c'est difficile à trouver quand même, et aussi personnellement, où est-ce que tu places le curseur en termes de viralité de ton contenu, jusqu'où tu pousses et où tu mets la limite, parce qu'il y a des fois des trucs, franchement, ça imite de la dignité aussi, tu vois. Ouais, Surtout bah quand oui. tu parles de montagne et d'alpinisme, C'est il y a un sûr, sujet, on est c'est qu'il y a des d'accord. personnes qui meurent en pratiquant. Ouais. Donc pour moi, tu as une responsabilité, tu peux pas faire n'importe quoi non plus sur le putaclic, tu vois. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'il y a encore de la place pour l'instant pour à peu près tout le monde hein, sur YouTube, parce qu'on n'est vraiment pas nombreux hein, à parler de grimpe sur YouTube FR. Peut-être pas pour si longtemps. Moi, je pense que d'ici 5 ans, entre 3 et 5 ans, à mon avis, ça va vraiment beaucoup bouger, le YouTube grimpe. Et donc, j'aimerais, pour conclure ce live, conclure cet épisode, voir un petit peu vos prédictions. Allez, on va dire vos prédictions sur le YouTube grimpe à 5 ans. À quoi il ressemblera? Je pense qu'il y a de la place, moi, sur Instagram. Après, il faut toujours se démarquer. Tu vois qu'il y en a qui font des tutos avec After Effects, là, où ils font des trucs quand même assez chiadés. Je ne sais pas si vous êtes déjà tombé sur ce genre de vidéo, où tu as un peu tout le côté effets spéciaux pour venir expliquer le bloc, tu vois, entourer, faire des flèches en 3D, enfin des trucs de fou. Donc je pense qu'il y a de la place pour les vrais créateurs de contenu. Après, si vous faites que de l'escalade pour grimper des petits arbustes, ça va tomber dans un océan de contenu. Je pense pas que ça peut vous permettre d'un jour de percer sur Insta. Donc je pense Insta, il y a quand même assez de possibilités si on est créatif. Après YouTube, je pense que non, c'est mort. C'est chaise gardée. Je pense que le C'est chez nous. YouTube game, si vous n'avez pas un projet à long terme, une vision sur plusieurs années, un truc qui va venir vous driver, ça va être très très difficile de vous implanter sur YouTube. Moi j'ai eu la chance d'avoir rejoint un collectif, donc on a pu vraiment s'alléger en termes de tâches, tu vois, pour faire des vidéos toutes les semaines pendant des années et pour au final n'avoir que 27 000 abonnés. Tu vois, faut quand même tenir psychologiquement et avoir quelque chose qui te drive. Donc moi je l'ai plugué à Nival, qui est mon projet entrepreneurial. Et ça, je pense que ça fait partie des petites formules magiques difficiles à trouver et à concocter pour pouvoir aller dans le YouTube game, en tout cas sur le domaine de l'escalade. Je pense que c'est très très difficile. Et je souhaite quand même bon courage à tous ceux qui veulent venir. Mais je pense que YouTube, c'est du niveau, allez, si je devrais faire une cotation, 9 à plus. peut-être aller dans le 8C+. 8C+, quoi. Il n'y en aura pas beaucoup. Non, En il y en fait, aura moi pas. je pense que c'est Ouais. une question de passion. Parce que t'as soit des mecs qui disent ok, c'est à la mode et tout, je fais ça. Mais en vrai de vrai, comme on a dit, si c'est encore pour faire des vidéos de blocs à Paris, en fait, au bout d'un moment, il y a déjà des gens qui le font et il n'y a pas d'originalité. Je pense que pour se démarquer sur YouTube, il faut aussi avoir chacun une originalité. Tu vois, ce que tu fais toi, Baptiste, ça n'a rien à voir avec ce que je fais moi ou ce que fait Papel ou même ce que fait Amael. Donc, l'important, c'est d'avoir une spécificité et un petit truc même un gros truc qui différencie. Et après, je pense que c'est la passion, tu vois. Là, j'ai vu. Ça a coïncidé un peu avec Inoxtag qui allait faire l'Everest, tu vois. Il y a plein de créateurs, Ouais. mais des mecs qui s'y connaissent pas, qui prennent des images stock dégueulasses, qui prennent pas d'images et qui font beaucoup de vues avec des titres très putaclic. Et il y en a eu pas mal sur la montagne, mais aussi sur le sport en général. Il y a une méta un peu histoire de sport, sensationnelle, avec de la mort, du risque, du danger, blablabla. Mais en vrai de vrai, si dans 2 ans, t'as Inoxtag, il fait autre chose, tu vois, et la méta de YouTube, elle ira dans autre chose. Et ces mecs-là, ils feront leur contenu qui est facile à consommer, mais qui est pas expert ni passionné. Ils iront le faire sur autre chose. C'est en tout cas mon avis. Et il restera ceux qui sont passionnés et qui peuvent parler pendant 30 ans du même sujet qui les passionne. Donc je pense que c'est la passion et l'attachement à un sujet qui fait la différence sur le long terme.
et pas de se raccrocher à une tendance, parce qu'en ce moment, faire des histoires de sport et d'aventure outdoor, c'est tendance, parce que le plus gros youtubeur français l'a fait, tu vois. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Moi, je serais peut-être pas aussi défaitiste que Baptiste. Mais par contre, c'est sûr que les gars, si vous voulez vous lancer sur YouTube, c'est très compliqué. C'est vraiment très, très compliqué. Et je pense que les gens sous-estiment vraiment le travail. Je veux pas être défaitiste, il dit exactement la même chose que moi. Non, toi, t'as dit que c'était impossible. T'as dit que c'était impossible. J'ai pas dit que c'était impossible, j'ai dit que c'était du niveau 8C+. Ouais, voilà. Non, Et mais pour Baptiste, en gros, niveau 8C+, c'est à la portée de n'importe qui a fait un an de salle en moule, hein, donc ne l'oublions pas. Plutôt l'inverse. c'est clair. Non, ça va être très dur. Il faut vraiment que vous réfléchissiez aux sacrifices que vous êtes prêts à faire. Et franchement, c'est des sacrifices pas simples. Au début, vos week-ends, ciao, ça n'existe plus. Votre vie sociale, ciao, ça n'existe plus. Vous avez une meuf, ciao, elle n'existe plus. Non, ça, j'exagère un petit peu. Mais si tu as un choix à faire entre YouTube et ta meuf, et que tu choisis ta meuf, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Après, moi, je vois bien YouTube dans 5 ans. Déjà, avec 100 000 abonnés. Non, mais où vraiment, il y aura des créateurs en plus parce que l'escalade va continuer de quand même commencer à popper. Je veux dire, là, on est entre 2 et 3 millions de pratiquants. Ça va continuer sûrement de s'accélérer un petit peu. Donc, il y aura plus de gens. Et je pense qu'il y aura aussi des contenus beaucoup plus nichés au cœur de la grimpe. C'est-à-dire que moi, je verrais bien, par exemple, un mec qui fait une chaîne YouTube uniquement, par exemple, sur le trad. Un autre mec qui ferait un contenu uniquement sur le renforcement pour la grimpe. Un autre sur la souplesse, avec des sortes de micro-niches qu'on aurait à l'intérieur de l'escalade. Et par contre, là où il y a une place à prendre, ça, c'est pour vous, mesdames, il n'y a pas encore de youtubeuse grimpe. Sur le YouTube FR, il n'y a pas de youtubeuse grimpe. Et là, il y a une énorme place à prendre. Et clairement, ça va être à la première qui sait bien grimper, qui sait bien créer du contenu. Elle prend la place. Elle prend la place. Par contre, pas d'OnlyFans, là on met notre veto. Ouais, pas d'OnlyFans. Pas d'OnlyFans. OnlyFans interdit. Mais franchement, la meuf qui fait ça, elle aura énormément de grimpeuses qui vont la suivre. Nous, on a juste à regarder les stats. De toute façon, tes viewers, ça va être des gens qui te ressemblent un petit peu, comme on disait tout à l'heure. Donc nous, on est surtout suivis par des mecs. Mais il y a plein de femmes qui grimpent. Donc franchement, lancez-vous. Lancez-vous. Après, il y a aussi plein de femmes qui postent sur Instagram parce que c'est plus facile et elles commencent déjà à avoir de l'audience. Après, c'est réussir à faire bifurquer l'audience sur YouTube, et à consolider une communauté et à construire, à faire des vidéos toutes les semaines. Quand tu n'as pas de notion de montage, par exemple, ça peut être. C'est pour ça que pour moi, il y a une barrière à l'entrée. Moi, les gars, à la base, je suis réal vidéo. Enfin, tu vois, en fait, le montage, pour moi, je peux me mettre en mode robot et avancer. Putain, et avancer 4 heures. Bah ouais, mais t'as la plus belle image de nous trois, donc c'est sûr. Ouais. Bah oui. Oui. Pareil, parce que sur le live de la semaine dernière, je tiens à dire que Papel, il était la moitié du temps, il était flou. Ouais, non mais j'ai mal géré moi, je m'emmerde pas à faire un flou, tu vois, je suis dans le net. Et toi, tu essayes de faire la profondeur de champ et voilà. Non, mais là, c'est bon, j'ai fait gaffe, mais ouais, j'avais remarqué. En gros, j'ai un tout petit peu décalé mon autofocus qui fait que ça a capté que la moitié de mon visage et le reste. Vous voyez comment c'est technique, du coup, vous fatiguez pas, il n'y a pas de place sur YouTube, les gars, laissez-nous tranquilles. C'est trop compliqué. Au final. Vous emmerdez pas. Allez sur TikTok. Allez sur TikTok. Donc là, c'était les prédictions. Ouais. Donc c'est toi ce que tu prédis. Ouais, je pense. Je verrais bien un truc un peu comme ça. Et après, je suis peut-être d'accord, peut-être sur le côté niche. Moi, personnellement, je suis en train d'aller dans la niche entrepreneuriale et dans la verticalité. Donc, ouais, ça me parle ce que tu me dis. Après, aller dans des trucs aussi spécifiques que la trad, bon, je pense pas que ça se fasse. C'est déjà le cas aux US. Pourquoi ça ne viendrait pas ici? Ouais, mais en France, je veux dire. Le trad, il y a quand même une scène trad. Non, en fait, c'est pas ça. T'imagines comment filmer le trad. Ah, mais c'est chiant. C'est-à-dire que tu es déjà un athlète sponsorisé, que tu as un moyen d'une équipe derrière toi qui te suit. Je pense que.
Je pense qu'il n'y a que Entre Grimpeurs qui peut annoncer un Top Gear escalade en France et réussir à faire ce genre de truc une fois. Moi, la chaîne Trad, je regarde. Hein. Je suis client. Oui, mais en France, tu vois, t'as pas autant de spots déjà de trad qu'aux États-Unis. Moi aussi, je kiffe la trad. Hein. Franchement, c'est un des sports que j'ai plus le kiffé travailler quand il y avait des blocs en salle de trad. Bah ça, pour moi, c'est tout. Si on reprend le mot authenticité, toute l'authenticité de l'escalade, elle est dans le trad. C'était une blague. Hein. Il a même pas rebondi dessus. Putain, vous êtes chiant. En plus, on est tous fatigués, vous me piégez et tout. Bande de cons. Oh putain. Non, mais l'authenticité de l'escalade, sans rigoler, c'est le trad. C'est de choisir ta voie, choisir là où tu vas mettre tes protections, comment dire, faire confiance à tes protections. Si on parle d'authenticité, c'est le trad. Et justement, c'est là où c'est intéressant. C'est pour moi la discipline la plus authentique qui est le moins présente sur les réseaux sociaux. Parce que peut-être la moins sexy, la plus élitiste, entre guillemets. Mais finalement, alors que pour moi, elle est spectaculaire. Parce que quand tu vois un mec monter en trad, bah, il y a toujours c'est pas garanti 100%, tu vois, les protections, elles sont, et c'est tout à l'expérience du grimpeur. Et donc, la discipline qui est pour moi le plus spectaculaire et le plus authentique, c'est celle qui est le moins présente sur les réseaux. Donc, est-ce que Instagram a tué l'authenticité? En tout cas, elle ne reflète pas la partie de l'escalade qui est pour moi la plus authentique. Voilà, quand tu parles de barrière d'entrée, faut savoir utiliser des coinceurs, annihiler sa peur du vide, de tomber, se strapper, avoir des gants. C'est autre chose. Bousiller 5 pantalons par an au lieu de 2. J'ai pas dit que c'était simple à faire. Mais moi, c'est prévu pour cette année, normalement, une vidéo où je teste le trad. J'ai trop envie de faire ça. J'ai trop envie de faire ça. Stylé. Faut que j'arrive à trouver où est-ce que je vais le faire, mais c'est dans ma shotlist en tout cas. Après, pour revenir au sujet là, des prédictions, je pense que Instagram, il y aura de plus en plus de créateurs de contenu parce que les salles vont pousser aussi à la création de contenu pour faire de l'engagement et de la publicité. On voit que maintenant, il y a des salles qui mettent des trépieds à disposition. Des trépieds dans les salles, c'est un truc ouf. Ouais. Après, je veux pas dire, même moi au Vietnam, j'en avais acheté un pour la Oui, salle. mais que toi t'en ramènes un, c'est cool, mais dans les salles, c'est marrant quand même qu'ils mettent ça à dispo. En gros, les gars, on vous résume le live. Nous, on a le droit de faire du contenu. Vous, si vous le faites, vous êtes des glands. Voilà. Voilà ce qu'il faut retenir d'aujourd'hui. Et on est les meilleurs et personne ne nous arrive à la cheville. Et c'est pour ça qu'en seulement 3 épisodes, on est devenu le podcast numéro 1 du game, mesdames et messieurs. 3 épisodes. Bah, je pense, pour revenir à la prédiction, là, moi j'ai une grosse prédiction. Le Magnus Beatboat français, il a des lunettes. Il s'appelle Vincent. Faudrait qu'il développe le truc quand même. Bah là, je pense qu'il a pris le game. Hein. Là, c'est le seul qui développe des contenus un peu popcorn, un peu à la Magnus, avec des invités qui n'ont pas forcément à voir normalement dans le milieu de l'escalade. Il fait du YouTube, quoi. Il fait de la vidéo avec des YouTubeurs. Et aujourd'hui, c'est celui qui a le plus de vues. Hein. 46,9 47 000 abonnés. Voilà, il fait en moyenne entre plus de 15 000 vues par vidéo. C'est le GOAT. Le GOAT français s'appelle Vincent Grimpe. Vous êtes d'accord ou pas? C'est le plus gros. Oui. Est-ce que vous trouvez le contenu de Vincent Grimpe authentique? Ouais. Je connais pas assez, j'ai pas vu cette vidéo. Moi, vous savez à qui il me fait penser? Moi, il me fait penser un peu à Thibaut InShape. Et encore Thibaut, j'aime bien ce qu'il fait aujourd'hui. Et avant, j'avais quand même plus de mal. Et moi, j'ai un peu l'impression que pour l'instant, Vincent, c'est Thibaut avant, quoi. Tu sais que Vincent, c'était un des monteurs de Thibaut InShape. Donc il y a les codes. Évidemment. Il y a les codes du YouTube Game. Et on lui souhaite le meilleur pour la suite. C'est Amel d'ailleurs là qui a fait. C'est con, il aurait pu nous en parler. Il nous en parlera dans le prochain épisode, quand il sera revenu. Parce que je crois qu'ils ont fait une vidéo ensemble là. Bon chat, est-ce que vous avez des questions avant qu'on clôture cet épisode? J'espère évidemment que cet épisode vous aura plu. Vous connaissez la chanson évidemment. Pensez au petit like sur YouTube, aux 5 étoiles sur Spotify, à nous laisser des commentaires. Et on se retrouve dès la semaine prochaine pour un prochain épisode d'Entre Grimpeurs.